Bonsoir à tous. Bienvenue à ce lundi de la mer du mois de novembre. Donc ce soir, nous accueillons Hervé Moulinier et Gilles Poupart, qui sont membres de la section mer et littoral du Conseil économique, social et environnemental de Bretagne. Ils sont là aujourd'hui parce qu'ils sont tous les deux rapporteurs d'une étude qui a été publiée par le Césaire en mai 2017 qui s'appelle « Produire et résider en Bretagne sur le littoral » ou « Sur le littoral en Bretagne », pardon. Donc nous allons voir avec eux si l'économie productive ou l'économie résidentielle sont compatibles ou non. Donc c'est la discussion du soir. Comme d'habitude, on fonctionne avec à peu près 45 minutes d'intervention et le reste pour échanger avec eux qui se sont déplacés pour nous ce soir. Bonne conférence et à tout à l'heure. Merci. Vous m'entendez ? Donc bonjour à toutes et à tous. Donc quand je suis pas rapporteur d'études pour le Césaire, je suis vice-président du pôle mer Bretagne-Atlantique et président de l'École nationale supérieure maritime là, qui forme les officiers de marine français, les officiers de marine marchande. Et donc cette étude, et Gilles Poupart donc, se présentera quand il aura le micro, mais il a un micro, il peut intervenir à tout moment, donc on va se répartir la parole. Donc je commence. Le sujet de cette étude donc fait suite à un certain nombre de travaux menés par le Césaire, dont vous avez peut-être eu connaissance, donc sur la richesse du milieu marin et des ressources qu'il peut produire, sur l'économie maritime. Donc la nécessité de changer de regard pour avoir une vision beaucoup plus large et beaucoup plus compréhensive de l'économie maritime, sur une étude non pas de la section mais de la commission formation sur les formations maritimes, une étude de synthèse sur tous les travaux qui avaient été faits pendant 15 ans par la section mer littorale, puisque le Césaire de Bretagne est le seul Césaire qui ait une section mer littorale, donc pour proposer une stratégie maritime à la Bretagne, ou en tout cas au conseil régional qui s'est emparé du sujet, puisqu'il avait prévu de faire une stratégie régionale mer et littorale. Et puis, suite à ces études, nous nous sommes posé la question suivante. L'économie bleue, tout le monde en parle. On voit bien le potentiel que peut représenter la mer en Bretagne et l'ensemble des ressources marines. Et la question qu'on se pose finalement, c'est est-ce que le milieu, le littoral, qui accueille la plupart des activités, a une capacité de support suffisante pour accueillir ces activités. Et jour après jour, on voit dans la presse un certain nombre de... Alors, je ne sais pas où on avance... il va falloir que je trouve le truc, ouais, peut-être. Ouais. Pardon. Oui, donc jour après jour, on voit un certain nombre de conflits d'usage à l'installation de certaines activités, comme par exemple les énergies marines, comme par exemple des concessions aquacoles ou algocoles, ou des centres nautiques. Et donc c'est évidemment, on parle beaucoup plus dans la presse des sujets où il y a eu des conflits et où il y a eu des problèmes, mais à côté de ça, on a collecté à travers les études précédentes que nous avions faites un certain nombre d'exemples qui montraient que quand on s'y prenait bien, en fait, on arrivait à rendre ces activités compatibles sur le littoral ou dans la bande proche de la mer territoriale. Donc vous voyez un certain nombre de titres là dont on se fait l'écho. Alors, on a aussi de nombreux exemples de synergie en fait entre ces activités, c'est-à-dire de cas où ces activités se renforcent l'une l'autre, puisque par exemple, le développement des ports peut avoir un certain nombre de conséquences positives sur l'ensemble du développement de l'économie, ou les besoins de la pêche en qualité de l'eau. S'il y a une eau de qualité pour faire de la culture, normalement l'eau de qualité elle est aussi pour la baignade, donc il y a un certain nombre d'aménités qui sont développées par ces activités et qui sont nécessaires pour avoir un développement durable des activités en Bretagne. Alors, la méthode que nous avons employée, elle est relativement simple et classique. On a commencé par identifier quelles étaient ce qu'on appelle les forces et tendances, c'est-à-dire les grandes dynamiques, les grands courants qui sont à l'œuvre dans cette sphère
littoral, dans ce milieu littoral. Donc, mais ça ne concerne pas que des forces économiques, ça concerne aussi des forces sociétales, hein, par exemple l'attention que les jeunes portent à la mer ou l'attention qu'on porte à la préservation du milieu marin. Donc il y a un certain nombre de forces et tendances, on en a identifié 8 qui sont vraiment en mouvement, pour lesquels on a auditionné donc beaucoup de sachants et on leur a demandé quelles étaient les évolutions de ces forces, c'est-à-dire quelles étaient les dynamiques à l'œuvre, et puis quels étaient les besoins, quels besoins nouveaux ou quels besoins importants avaient exprimé ces personnes. Et le panorama de ces besoins, donc l'ensemble de tout ça représente le chapitre 1 de notre étude, et de ça, nous avons tiré, de cette analyse, nous avons tiré donc les interactions et tensions. Vous verrez que on a cherché à simplifier un peu le problème et que, in fine, on a déduit quels étaient les freins génériques en fait qui empêchaient les activités de se développer sur le littoral. Et de ces freins, évidemment, on a proposé des préconisations qui sont des leviers pour agir, donc à l'intention. Donc il y a une dizaine de leviers qui sont proposés à l'intention principalement des élus, mais aussi de toutes les parties prenantes sur le littoral. Alors je vais commencer par vous présenter les forces et tendances, les 4 premiers. Après je passerai la parole à Gilles, qui continuera la méthode jusqu'à vous présenter les 2 premiers freins, puis après je reprendrai la parole pour les 2 derniers freins et la conclusion. Alors voici ces 8 forces ou tendances. Alors ce qui est important de dire, c'est que tout ça c'est en mouvement, c'est-à-dire c'est pas figé, c'est pas figé une fois pour toutes, et on voit tous les jours en fait des choses évoluer dans ces grands domaines qui bouleversent les équilibres en place et puis qui quelquefois transcendent les filières. On peut pas dire que ça corresponde réellement à des filières. Quelques-unes de ces activités correspondent à des filières ou des sous-filières, mais c'est pas le cas de toutes. Et puis, en fait, un certain nombre de grandes problématiques traversent l'ensemble de ces forces à l'œuvre, comme par exemple les effets du changement climatique qui peuvent impacter plusieurs de ces forces, ou comme par exemple les transitions numériques ou environnementales qui concernent plusieurs de ces forces. Et puis ces forces sont reliées en fait ensemble, hein, c'est pour ça qu'il y a une flèche là, c'est-à-dire elles sont toutes un peu indépendantes, et puis elles mettent ces forces mettent le littoral sous pression. Le littoral, c'est l'endroit où finalement se concentrent ces forces. Comme souvent les interfaces, c'est un lieu de concentration de forces. Donc il n'y a pas de priorité entre ces différentes forces, elles sont plus ou moins liées les unes aux autres. Alors la première, c'est l'évolution des espaces littoraux et de leur mode de gestion. Alors la Bretagne se caractérise par le fait d'abord qu'elle a plus de 30% du littoral métropolitain, donc un littoral très très vaste et très diversifié avec de nombreux écosystèmes différents et puis très protégé aussi puisque 45% de ce linéaire côtier, hein, des 2700 km de côte, sont sous des mesures de protection, que ça soit du conservatoire littoral ou des zones Natura 2000, des parcs marins. Donc il y a de nombreuses mesures de protection. Du coup, ça rend un peu le paysage un peu difficile à lire ou à interpréter pour des porteurs de projets. Et donc il est nécessaire d'améliorer la compréhension en fait de ces mesures de protection. Et puis ces mesures de protection révèlent souvent le besoin de connaissance et de surveillance des milieux. C'est-à-dire, il suffit pas de faire un parc marin, il faut être capable, il faut avoir les moyens et les ressources pour être capable d'apporter les mesures de surveillance puis de protection. Donc, et tout ça, évidemment, ça conduit à maintenir la bonne fonctionnalité de ces écosystèmes marins et côtiers, ce qui est essentiel pour l'ensemble des autres activités. C'est-à-dire la Bretagne ne peut pas être attractive s'il y a des écosystèmes dégradés. Donc, et ça c'est valable aussi bien pour des activités de nature économique, voire industrielle, que des activités comme le tourisme ou que des activités comme je sais pas, la qualité des aménités que chacun attend de voir pour résider sur le littoral, quoi. C'est un facteur d'attractivité essentiel. Alors néanmoins, la loi littorale qui est quelquefois attaquée ou qui nécessite quelques ajustements pour traiter un certain nombre de problèmes rencontrés dans son application, a été une loi très protectrice pour la Bretagne.
Elle est arrivée tardivement, on le voit en application, mais néanmoins, par rapport à d'autres régions, on peut se féliciter en fait d'avoir une loi littorale qui nous a permis de garder en fait ces espaces protégés dans bien des cas. Et le besoin, donc, globalement, c'est de rendre tout ça lisible et compréhensible par les porteurs de projets, de quelque nature que soient ces porteurs. La deuxième grande force que nous avons identifiée, c'est celle de la mutation des productions primaires. Par production primaire, on entend ici principalement en Bretagne la pêche et la conchyliculture, ou disons l'aquaculture, pour élargir un petit peu aux activités naissantes en algoculture ou en aquaculture, pisciculture. Et puis il y a aussi des extractions de minéraux qui peuvent faire partie de ces activités de production primaire. Alors, en dehors de l'aspect patrimonial de la pêche et de la conchyliculture en Bretagne, ces activités-là ont vraiment un rôle dans la structuration du système productif breton, puisqu'elles sont à l'origine de beaucoup de filières de transformation, et derrière ces activités-là, il n'y a pas que l'aspect patrimonial qui est attractif pour les touristes ou les résidents, il y a l'aspect nourrir la population avec des produits de qualité, il y a la problématique de garantir l'accès aux espaces, donc avec l'émergence de nouvelles activités, notamment d'énergie marine en mer, il faut les implanter dans des endroits qui sont de minimum de contraintes pour les pêcheurs. Ça peut aussi offrir, à contrario, des opportunités pour la culture, pour les cultures en mer. Ces activités sont en transformation dans le pôle mer Bretagne-Atlantique. On voit que en fait on a eu beaucoup de projets autour de la pêche et de l'aquaculture en général, qui sont des projets très innovants pour rendre la pêche plus compétitive, en fait mieux maîtriser le captage de la ressource, on est ici Effremer-Lorient, c'est le centre de compétences là pour ce sujet-là, mais par exemple sur les filets, sur les arts traînants, sur les panneaux de chalut, sur l'instrumentation, donc il y a beaucoup d'innovations, pas seulement sur le matériel, pas seulement sur la propulsion des navires non plus, mais aussi sur la transformation ou l'accès ou la distribution de la ressource. Donc toute la chaîne allant de alors les agriculteurs disent de la fourche à la fourchette, mais là dans le cas précis c'est du poisson jusqu'à l'assiette. Toute la chaîne de valeur en fait est impliquée par les innovations. Et puis, son effet d'entraînement sur l'économie locale, on voit bien, par exemple ici à Lorient, Kéroman, donc le système qui est derrière, là que Gilles connaît bien, et qui est nécessaire de continuer à améliorer et à rendre de plus en plus compétitif. Juste derrière, c'est la ressource, en fait, les activités qui sont liées à la ressource. On a la transformation, et dans la transformation, il y a un point qui est très important pour la Bretagne, qui est l'utilisation et l'émergence d'une filière biotechnologique pour les biotechnologies bleues, donc qui est très 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 technologique, et c'est un système d'innovation qui a des points focaux très importants autour de pôles de compétences, donc par exemple à Roscoff, à Saint-Malo, à Quimper, donc il y a de nombreuses sociétés, des PME qui sont issues de la recherche, qui transforment ces ressources en produits de très haute valeur. Et pour ces acteurs-là, ce qui est très important, c'est de pouvoir valoriser la biomasse complètement. Donc, par exemple, il y a un projet sur les sardines. Donc, à Douarnenez, on met des sardines en boîte, mais en général, on ne met pas la tête. Et en fait, dans la tête, on peut extraire de la tête de sardine des oméga 3, des oméga 6. On peut extraire des produits qui ont autant de valeur ajoutée que la sardine elle-même, et donc améliorer le modèle économique par raffinage complet de la ressource. Ça sera le cas aussi pour tout ce qui est débarque de produits accessoires ou des coproduits de la pêche. Et donc tout ce système de bio-raffinage de la ressource est en train de se mettre en place progressivement. L'utilisation aussi des produits de la mer pour l'agriculture, alors là je parle plutôt des algues, est aussi un secteur en plein boom et qui commence à drainer des investissements significatifs.
notamment pour la nutrition animale ou pour la nutrition des plantes. Donc ça, c'est des points très importants. Ce que les acteurs expriment, c'est que pour un certain nombre d'applications, pas pour toutes, mais pour un certain nombre d'applications où on va avoir de l'élevage non plus en mer mais à terre, où on a de la transformation qui nécessite de l'eau de mer de qualité, enfin d'un grade de qualité compatible avec la santé humaine, on a besoin de captage d'eau de mer et c'est souvent l'accès à l'eau de mer est souvent une problématique. Après, la défense du système de l'écosystème d'innovation qui est derrière, bon, j'y reviendrai dans les préconisations in fine, mais c'est quelque chose aussi de très important puisque ces domaines-là sont des domaines d'investissement, c'est des technologies nouvelles, il y a des risques. Donc il faut investir beaucoup de cash en fait pour avant d'avoir des résultats. Donc il faut aussi un système d'aide à l'innovation et d'aide financière aussi aux porteurs de projets pour qu'ils puissent développer les PME en fait qu'ils ont créées. La quatrième force à l'œuvre sur le littoral, bon, vous la connaissez bien aussi, c'est l'exemple des énergies marines. On a pris cet exemple-là parce qu'il est emblématique, mais il y aura d'autres dans le futur, il y aura d'autres activités qui se développeront en mer, bon, des plateformes multi-usages par exemple. Et donc, pour les EMR, c'est vraiment une activité récente, émergente, en stabilisation, qui n'est pas encore stabilisée en France, qui a pris son essor dans d'autres pays d'Europe plus rapidement. Ce qui est important pour chacune des régions, et même si les régions sont en compétition, elles doivent coopérer sur le sujet, c'est de poursuivre la structuration d'un écosystème porteur et la mobilisation collective, puisque il faut pour qu'on puisse avoir de la visibilité pour les gens qui investissent dans ces domaines-là, qu'on ait des étapes en fait de développement de la filière avec des prototypes, des démonstrateurs, puis des parcs pilotes, des sites d'essai, des fermes de petite taille, puis des grandes fermes, et que petit à petit la filière se structure. Et pour ça, il faut qu'il y ait, bon, l'énergie c'est un domaine régalien par essence, et il faut qu'il y ait des appels à projets qui soient suffisamment fréquents et significatif pour pouvoir justifier ces investissements. Ensuite, évidemment, on est quand même en compétition, donc il faut donner des signes d'attractivité, donc bien valoriser tout ce que la Bretagne peut apporter en termes de portuaire, en termes de soutien à l'innovation, en termes de diversification des activités autour des EMR. Anticiper la réservation d'espace, donc le zonage en mer, il est fait principalement par l'État, mais en forte concertation dans la conférence régionale mer et littoral. Mais il y a aussi des espaces, les atterrages, et puis les espaces à terre pour la maintenance ou pour le montage des grandes structures. Donc tout ça, c'est des choses qui sont regardées à la lumière des projets en cours. Mieux évaluer et faire connaître les retombées locales. Souvent, les retombées d'abord sont lointaines, puisque la filière elle est longue à se structurer, mais c'est pareil partout. Et souvent, on ne parle que de l'énergie comme retombée locale, alors que bon, l'aspect industriel de la chose a beaucoup de retombées. Et les co-activités qu'il y a autour, c'est-à-dire par exemple les bureaux d'études qui font les études d'impact ou le suivi environnemental de ces projets-là, ont pas mal d'activités autour de ces sujets-là, mais par exemple tout ce qui sera stockage ou coproduction d'énergie de l'eau, installation en mer, portuaire, tout ça, il y a beaucoup d'activités qui sont dérivées des EMR et qui vont irriguer l'ensemble des compétences maritimes de la région. Et puis, enfin, il faut innover, parce que l'innovation n'est pas que technologique, l'innovation est aussi sociétale. Et dans les processus de concertation, sur l'ensemble des aménagements en mer, on a beaucoup d'efforts à faire en matière d'innovation. Je vais passer la parole maintenant à Gilles, qui va continuer les 4 derniers fins. Ton micro marche, tu peux te... Merci Hervé. Vous m'entendez bien? C'est bon? Oui, donc on va continuer le tour des tendances qui s'exercent sur le littoral en parlant, pour commencer, de la transformation des usages portuaires. En fait, derrière ces usages portuaires, on a la construction navale, on a les ports de commerce, on a la plaisance, la pêche, et puis les ports militaires. Donc on sait qu'en Bretagne,
On a un réseau de ports de taille moyenne, mais pas de très grands ports, donc ce qui ne vient pas d'un manque de volonté locale de développer des grands ports, mais aussi d'une contrainte qui est l'éloignement des grands bassins de consommation et des grands bassins industriels, qui fait que les grands ports ne se sont pas positionnés en Bretagne, mais plutôt positionnés soit vers Le Havre, soit beaucoup plus au nord dans les Pays-Bas, etc., ou en Belgique, où on a des ports qui n'ont aucune mesure avec la taille des ports, malheureusement, qu'on a en Bretagne, mais on a donc un réseau de ports de taille moyenne et diversifié. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que les ports, dans notre travail dans la section mer et littoral au Césaire, où on a balayé les différentes tendances, les différentes forces qui s'exercent sur le littoral, c'est quand même des espaces très particuliers et qu'il faut conserver dans leur vocation productive, parce que toute une partie de l'économie maritime productive, c'est dans les ports et dans les places portuaires, à proximité des quais, c'est des endroits qui ont une vocation naturelle pour cette économie maritime. Plutôt, on sait que le reste, on en parlera tout à l'heure sur le résidentiel, sur le tourisme, on va avoir une tendance à peut-être avoir des difficultés à implanter des nouvelles activités productives dans le maritime. Par contre, sur les ports, c'est des endroits qui ont eu une activité dans le passé importante dans ces activités productives, hein, que ce soit la construction navale, que ce soit les transformations des produits de la mer, et qu'elle doit se poursuivre. Et donc il y a un enjeu, notamment dans les débats qu'il peut y avoir, et qui sont légitimes, hein, sur l'intégration. On parle beaucoup d'intégration ville-port. Il ne faut pas que l'intégration ville-port se transforme par un étouffement de l'activité productive par la ville, puisque là, à ce moment-là, on serait bien dans notre débat sur productif ou résidentiel, sur une difficulté. C'est pour ça qu'on met dans les enjeux, hein, de bien réinterroger la place des ports dans les villes et de réaffirmer leur caractère stratégique pour l'économie productive, de réserver ou d'optimiser des espaces convoités, les adapter aux différents usages. Alors il y a aussi, à partir du moment où on a en Bretagne un réseau de ports de taille moyenne, il faut veiller à ce que ce réseau soit complémentaire et ne soit pas dans une concurrence ou une surenchère et qui génère des investissements qui ne sont pas forcément les plus adéquats et qui finalement fragilisent ce réseau de places portuaires. Il y a aussi une question d'attractivité. Il y a des régions qui sont organisées pour, au niveau régional, valoriser l'ensemble de leurs ports et avoir une démarche dynamique sur l'attractivité des espaces portuaires, alors que nous, on est plutôt, jusqu'à présent, restés dans des démarches qui sont locales, chaque port organisant ses politiques d'attractivité. Deuxième point, plutôt on est à la sixième force qui s'exerce, qui n'est pas la moindre, parce que c'est effectivement tout le souhait pour beaucoup d'habitants de venir s'implanter sur le littoral. Quand il y a eu des sondages qui ont été faits par l'Observatoire national de la mer et du littoral, qui disent que dans les dernières années, la destination qui est le lieu d'habitation préféré des Français, c'est le littoral. Alors qu'auparavant, il y a encore quelques années, c'était pas le littoral, c'était la campagne qui était le lieu préféré des Français. Donc il y a un très fort souhait de s'implanter sur le littoral. Mais quand on regarde les statistiques, finalement, c'est plus tellement en Bretagne, sur le littoral, que la croissance démographique se déroule. Elle se déroule pour l'essentiel dans les terres. Quand on est dans les territoires proches de la mer, c'est pas sur les communes littorales, puisqu'on a 272 ou 272 communes littorales en Bretagne, et leur croissance démographique est globalement de plus en plus faible. Il y a même beaucoup de communes littorales et de plus en plus qui perdent de la population. Par contre, dans les communes rétro-littorales, on a une croissance démographique. Et puis en Bretagne, il y a aussi une ville importante qui n'est pas littorale, qui s'appelle Rennes, et qui a un bassin d'habitation important, qui a une très forte croissance démographique, une très forte croissance d'emploi. Et donc on a toute une partie de la population bretonne qui est terrienne, et de plus en plus. La population bretonne est de plus en plus terrienne et de moins en moins littorale. Donc c'est évidemment un enjeu aussi, comme de maintenir l'attractivité résidentielle du littoral, mais elle devra aussi se transformer, parce qu'elle ne pourra plus être comme avant sur un mode extensif où on conquiert de nouveaux espaces, qu'on urbanise, etc. On sait que, et c'est un des bienfaits de la loi littorale,
c'est qu'on a quand même, avec cette loi qui s'est appliquée, comme le disait Hervé, de façon progressive, et c'est finalement 20 ans après qu'elle a commencé à vraiment produire ses effets, et aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même beaucoup de communes littorales où l'extension sur le mode antérieur ne fonctionne plus. Et donc il faut réfléchir à urbaniser autrement. Mais bon, maintenir un cadre attractif sur le littoral, puisque c'est quand même un critère majeur de l'attractivité. Et pour beaucoup on en reparlera tout à l'heure sur l'éducation à la mer, que pour beaucoup d'habitants, le principal attrait de la mer, c'est quand même le paysage, c'est quand même le fait d'y résider, de pouvoir s'y promener, etc. Et pas tellement de faire de l'activité productive maritime qui est un peu ignorée encore aujourd'hui malgré tout ce qui est fait. Et voilà, renforcer aussi évidemment les connexions entre rétro-littoral et littoral, notamment en matière d'infrastructures de transport, puisque vous voyez le chiffre qu'on a mis, mais vous verrez dans le rapport que c'est expliqué plus en détail. Il y a eu 13% de nouveaux habitants, enfin la croissance démographique est de 13%, alors je ne sais plus sur quelle période c'est exactement, mais par contre 32% dans les terres, donc aujourd'hui la population augmente beaucoup plus dans les terres. L'autre aspect, une force qui s'exerce, c'est évidemment le tourisme, dans lequel on inclut aussi le nautisme et la plaisance, au défi des changements de pratiques, dont le tourisme est quand même bouleversé en ce moment par le tourisme numérique, ou Airbnb notamment, et ça commence aussi à se développer sur le nautisme. On voit que le nautisme est confronté à un changement de génération, de pratique, que le fait que de posséder un bateau de plaisance est moins peut-être la question essentielle, mais que ça devient de pouvoir pratiquer, et donc on va vers une économie de l'usage progressivement. Donc là, il y a besoin, vous voyez, c'est toutes les exigences, en fait, le fait que quand on parcourt l'ensemble des forces qui s'exercent sur le littoral, on voit qu'il faut garder le côté productif, qu'il y a aussi ce côté résidentiel, évidemment, qui est très important. Il faut regarder aussi à optimiser les effets, veiller à optimiser les effets d'entraînement des activités de tourisme et de loisirs sur l'économie locale pour que les retombées économiques soient les plus importantes et que ça ne s'échappe pas vers d'autres régions. Et puis diversifier les prestations, s'adapter aux évolutions d'un marché dépendant des modes de vie et de consommation. Alors pour terminer, dernière force importante, c'est la perception croissante, du moins c'est ce qu'on croit dans la section mer et littoral du Césaire, c'est que les enjeux de la mer et du littoral sont de plus en plus perçus dans la population, soit pour les questions d'environnement, les questions climatiques, et puis les questions de diversité et des richesses qui existent dans la mer et de la diversité de l'économie maritime. Mais en même temps, quand il y a des enquêtes qui sont faites, notamment le Conseil régional a fait des enquêtes auprès de la population, auprès des jeunes, on voit que c'est pas si présent que ça et qu'il y a encore une vision de la mer comme plutôt et de l'économie maritime comme des métiers du passé et pas forcément comme des métiers d'avenir. Donc il y a un vrai enjeu, il y a plein de choses qui se développent, notamment des semaines de l'économie maritime qui ont eu lieu récemment. Tout un travail qui est fait, mais c'est jamais terminé. Donc on arrive avec nos 8 tendances qui sont en bleu. Alors au départ, la question liminaire de l'étude, c'est de dire est-ce que toutes ces forces qui traduisent des besoins de littoral, finalement, ça engendre des conflits, qui sont liés à l'espace. Donc c'est le premier point, c'est la question de l'espace. Mais on verra tout à l'heure que c'est un des aspects et que c'est pas forcément il n'y a pas un conflit qu'on ne peut pas résoudre entre l'économie productive et l'économie résidentielle sur le littoral. Le littoral breton est quand même très vaste et il y a de la place pour les différents types d'activités à condition que ce soit régulé et planifié. Mais on voit aussi, donc c'est les tensions qu'il y a en vert au milieu. Vous voyez qu'il y a le premier, c'est l'espace, mais qu'il y a aussi d'autres questions. Un autre axe qui est la gouvernance. Les questions de gouvernance se posent au même titre que les questions d'espace. Les questions également liées à la visibilité pour le porteur de projet qui veut développer des projets en économie maritime. Est-ce que la situation est lisible et visible sur les terrains disponibles, sur les dispositifs d'aide? Est-ce qu'on est dans un système qui n'est pas trop complexe? Et puis le cadre sociétal, c'est ce qu'Hervé évoquait au départ, c'est qu'il y a aussi
des oppositions, justement, qui traduisent aussi différentes visions de ce que doit représenter la mer et le littoral. Est-ce qu'on est sur le versant purement environnement, le versant purement paysager, ou le versant plutôt productif et maritime? Donc tout ça peut... et c'est pour ça que les questions d'éducation à la mer et de débat autour de la mer sont importantes, parce que sinon, on risque d'avoir des blocages et des difficultés pour avancer. Et c'est aussi ce qu'on a constaté dans ce travail de la section au Césaire, c'est de voir que le fil de l'eau ne sera pas suffisant, que les problèmes ne se résoudront pas en disant tout ça va finir par s'arranger. C'est que quand on a autant de forces qui s'exercent et de tensions potentielles, s'il n'y a pas une action volontariste et qui lève ces freins dont on va parler maintenant, les conflits vont plutôt s'amplifier et les situations de blocage vont s'amplifier. Donc il y a vraiment un enjeu important à lever ces freins, à bien les identifier et à essayer de lever ces freins. Alors le premier frein, est-ce qu'il n'y aurait-il plus d'espace disponible sur le littoral breton? Ce qu'on a constaté, c'est que déjà, c'est compliqué aujourd'hui d'avoir une vision claire sur le foncier, de bien connaître le foncier qui est adapté aux spécificités de l'économie maritime, aux besoins de l'économie maritime, ce qui est disponible. Alors c'est vrai, c'est connu sur des territoires, à Lorient, à Brest, à Morlaix, mais c'est pas connu et compilé et capitalisé au niveau régional. Donc là, on parle, nous, le Césaire, plutôt sur le niveau régional, mais qui est important pour poser ces questions-là, c'est qu'on n'a pas une connaissance précise du foncier qui est disponible pour accueillir les économies, l'économie maritime, que ce soit dans les activités qui ont besoin d'un accès à l'eau de mer, par exemple dans l'aquaculture ou dans les produits de la mer, ou ceux qui ont besoin d'un accès bord à quai par exemple pour la construction navale. Il y a aussi la question de pouvoir mobiliser ce foncier et le proposer de façon claire. Optimiser des difficultés pour optimiser le foncier économique portuaire. Donc là, c'est connu sur l'Orient qu'on a qu'il faut des investissements. Donc c'est ce que fait la SEM de Lorient-Quai-Roman pour investir chaque année pour remettre sur le marché des activités. Du foncier qui était utilisé, mais qui était en friche et qu'il faut remettre à destination des entreprises. Et puis aussi, maintenir la vocation maritime du foncier littoral. Donc là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur les espaces portuaires, mais c'est aussi vrai pour la conchiliculture, notamment, que ce soit là à Morlaix, dans la Ria d'Etel, où on a cette difficulté-là de dire il ne faut pas que petit à petit la conchiliculture se transforme, comment ça s'appelle ? Les chantiers, c'est ça, se transforment en lieu de résidence, en lieu touristique, et que l'activité ne soit plus possible à terme. Donc les trois leviers, c'est réaffirmer le besoin de connaissance, d'observation et de capitalisation de l'information en matière foncière. Il faut qu'on puisse avoir cette donnée-là compilée au niveau régional, de garantir la place des activités maritimes productives en réservant des zones dédiées. Donc c'est ce qu'on a appelé, pour trouver un terme un peu qui est clair, mais qui en même temps qui est un peu amusant, c'est les émirs, les zones économiques maritimes d'intérêt régional. Donc ces émirs, c'est de dire au niveau régional, il y a des zones qui doivent être affichées et qui doivent être affirmées comme étant réservées à l'économie maritime productive où on ne peut rien faire d'autre, même si elles ne se remplissent pas, elles ne sont pas occupées tout de suite, c'est justement de pouvoir garantir qu'elles sont à destination de ces activités. Et pourquoi le R de régional? C'est parce qu'il faut aussi que, au niveau breton, pour des entreprises qui voudraient investir en Bretagne, ça puisse être affiché, mais à ce niveau régional, plutôt que le porteur de projet fasse le tour de l'ensemble des ports bretons avant de trouver son implantation. Et mettre en œuvre une gestion plus dynamique des espaces d'intérêt stratégique. Donc là, c'est de voir sur les outils de portage foncier, donc qui peuvent exister au niveau local, de voir si au niveau régional, on ne peut pas monter d'un cran et d'avoir quelque chose de plus efficace. Alors, frein numéro 2, la gouvernance serait-elle illisible? Alors, vous verrez dans le rapport que tout a été détaillé sur les différents niveaux de planification dans le domaine maritime, que ce soit marin ou sur le littoral, avec le niveau européen, donc c'est ce qu'on appelle
les documents stratégiques de façade, donc là, la loi littorale au niveau national. Il y a après donc le SRADET qui va être mis en place, qui est un schéma régional d'aménagement et de développement durable et d'égalité des territoires, donc qui sera au-dessus des SCOT. Les SCOT qui est au niveau intercommunal, et puis donc la SRML qui est la stratégie régionale mer et littoral qui est en cours d'élaboration. Donc on a un niveau européen, on a un niveau national, on a un niveau régional, un niveau intercommunal, et puis un niveau communal qui est le PLU. Donc tout ça, plus des chartes de pays, donc un niveau intercommunal mais différent de l'intercommunalité qui fait le SCOT. Donc tout ça, c'est facile de montrer que c'est compliqué, ça. C'est vrai que c'est compliqué, mais c'est aussi parce que chacun a sa légitimité d'intervenir à un niveau. Mais ce qui fait qu'après, au niveau de la compréhension par les citoyens ou par les entreprises, ça devient quand même très difficile à comprendre. Donc est-ce que la planification est impossible? Évidemment, la planification n'est pas impossible, mais ça veut dire que ça demande quand même à bien respecter le principe de subsidiarité et que les questions soient traitées au bon niveau et qu'on laisse au niveau inférieur le soin de traiter les problèmes quand ils sont plus pertinents à ce niveau-là, plutôt que ça remonte à un niveau très éloigné du terrain qui rend les choses compliquées. Mais par contre, il faut aussi parfois que ce soit un niveau qui ne soit pas que local, puisqu'il y a des questions qui ne se traitent pas qu'au niveau local. Sur les leviers, donc planification stratégique qui repose sur la subsidiarité, et puis vous voyez le frein concurrence non régulée entre les territoires, c'est d'avoir une stratégie régionale de spécialisation concertée des ports. Il ne faut pas que la stratégie régionale de spécialisation soit définie au niveau régional sans tenir compte du niveau local, mais il ne faut pas non plus. Donc c'est des choses compliquées parce qu'on est obligé d'articuler différents niveaux, mais c'est pas impossible, puisque ça se fait ailleurs, où on a des fédérations de ports, que ce soit en Normandie ou dans les Hauts-de-France, et où c'est bien à ce niveau-là qu'on peut avoir une spécialisation et une communication vis-à-vis de l'extérieur, plutôt que d'avoir en plus des ports de taille moyenne qui vont être dans des logiques soit complémentaires, soit concurrentielles, mais on passe de l'un à l'autre assez rapidement. Voilà, je laisse la parole à Hervé pour les 2 derniers freins. Merci. Donc, le frein numéro 3, donc c'est la question de savoir si, au-delà de toute difficulté que rencontrent les porteurs de projets pour développer des activités nouvelles ou innovantes, c'est est-ce qu'il y a des spécificités qui sont liées au maritime. Et hélas, oui. D'abord, il y a des sources de fragilité juridique qui n'existent pas à terre, puisque on est sous le coup de plusieurs juridictions, et souvent d'une jurisprudence qui n'existe pas quand il s'agit d'activités nouvelles. Donc il y a ce qui se passe sur terre, ce qui se passe sur mer, et l'articulation entre différentes zones, et 12 000 au-delà, etc. Et donc ce sont des sources de fragilité juridique à la fois par manque de connaissance des porteurs de projets ou des services de l'État qui instruisent les autorisations, mais aussi qui présentent donc des failles de procédure en fait qui sont exploitées par les opposants à ces projets. Après, il y a des besoins qui sont spécifiques pour accompagner l'innovation dans le domaine maritime. Alors, c'est pas vrai dans tous les secteurs, mais si on compare par rapport à ce qui se fait dans le numérique, tout le monde voit bien que dans le numérique, les entreprises qui travaillent sur les applications web, elles se développent très très vite. On peut avoir des produits ou des services sur le marché en quelques mois ou quelques années. Là, on est dans des domaines, pour certains domaines, par exemple les énergies marines renouvelables ou les biotechnologies, où on a besoin de cycles qui sont plutôt de la classe de 10 ans, voire plus dans certains cas, et donc il faut pouvoir en fait accompagner spécifiquement les porteurs de projets par des processus particuliers et des instruments financiers aussi assez particuliers. Et puis, enfin, sur l'offre de formation, bon, on voit que ce qui réunit toutes les activités maritimes, c'est quand même la connaissance du milieu, hein, c'est le milieu qui héberge ces activités-là, et donc souvent la nécessité de maritimiser un certain nombre de formations. Et puis, dans l'économie maritime, il y a des choses qui se développent très vite ou qui sont cycliques, ou des adaptations ou des restructurations, et il est nécessaire d'être extrêmement flexible dans l'offre de formation.
et certains métiers sont en tension. Par exemple, la construction dans le nautisme ou dans la construction navale, en ce moment, ce sont des métiers qui sont en tension, alors que, bon, il y a quelques années, c'était plutôt le contraire. On voit que, par exemple, pour la pêche, et le renouvellement de la flotte de pêche va générer aussi un renouvellement générationnel et un renouvellement des patrons pêcheurs. Donc là, il y a aussi une offre de formation. Dans les EMR, c'est assez évident. Dans les biotech aussi, puisque conduire des projets de biotech, c'est quand même pas évident. Donc la Bretagne a beaucoup de bonnes pratiques en fait sur ce sujet-là. Hein. L'AFPA Doré a développé des formations, par exemple pour les préparateurs de courses. Donc, mais certaines fois, des entreprises ont développé leur propre formation, hein, comme Multiplace a développé sa propre formation, mais peut-être avec des aides extérieures, c'est encore mieux. Donc, ce qu'il faut, c'est être flexible, et toutes les démarches du type des campus des métiers des qualifications, du campus naval, donc qui ont pour objectif de mettre en réseau tous les besoins et tous les prestataires ou gens ou organismes capables de faire des formations, pour avoir une espèce de hub là, qui oriente les besoins, pour qu'on puisse faire des offres en fait de formation de façon très très réactive, et qui vont exister 1 année ou 2 années ou 3 années, puis après on va passer à d'autres formations, de manière à adapter en fait notre main d'œuvre à ces activités maritimes. Alors les leviers que nous avons identifiés, c'est pour les porteurs de projets, puisqu'on se passe toujours à la place des porteurs de projets, la Bretagne soit considérée comme attractive, on a un défaut en fait de communication ou de marketing sur une offre cohérente qui permettent de promouvoir l'ensemble des atouts qu'un porteur de projet va trouver en Bretagne, notamment en termes de diversification, de culture maritime et d'éducation à la mer et de formation potentielle. Et puis d'espace, on l'a dit tout à l'heure. Le levier numéro 7, c'est de continuer à innover. Alors bon, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur l'innovation en matière maritime, donc je suis bien placé au pôle mer Bretagne-Atlantique pour le savoir, mais bon, récemment, là, les Césaires de l'Atlantique ont fait une étude sur l'innovation, donc pour les 4 régions, donc Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine. Et donc, bon, il y a un résumé de l'étude là qui est disponible. Bon, vous verrez qu'il y a un certain nombre de préconisations qui reprennent en fait une grande partie de ce que nous avons réalisé dans le cadre de cette étude-là, pour donc donner des clés en fait aux collectivités pour aider et appuyer l'innovation en matière d'ingénierie financière ou de support technique hein, pour les entreprises. Le frein numéro 4, donc, est un des plus difficiles, parce que c'est souvent ce qui est mis en avant avec l'espace, hein, on pense souvent à ces 2 freins-là. Donc on a vu que pour l'espace, le frein, il était plutôt supposé. Il y a une difficulté réelle, mais disons qu'il y a des solutions assez rationnelles et que l'on peut construire dans la durée. Pour le contexte sociétal, c'est un peu plus difficile parce qu'en fait, c'est vraiment une évolution de la société face aux difficultés potentielles que l'on a sur le littoral. Donc, il y a d'abord le fait que certains occupants du littoral résidentiel sont opposés à toute activité et on peut pas le nier, on peut pas l'ignorer. Donc c'est souvent une question de posture, donc c'est ce qu'on appelle les postures NIMBY, not in my backyard, hein, pas dans mon jardin. Donc là les gens sont d'accord pour les énergies marines, pourvu que ça soit à côté et pas chez eux, pas devant chez eux. Mais ça je dirais que c'est appréhendable. Et puis il y a les postures qu'on appelle banana, c'est build absolutely nothing, anywhere, at any time, donc quelque chose dans ce genre-là. Et donc là c'est les gens qui veulent rien du tout. Donc ils sont là, des fois pas depuis très longtemps, mais ils veulent exclure toute activité économique. Donc ces postures-là, il ne faut pas les ignorer, elles sont à prendre en compte. Et puis, ce qu'on a constaté aussi bien dans les cas qui réussissaient que dans les cas qui échouaient,
lors de nos auditions, c'est que la concertation, en fait, c'est une science, et que souvent, on n'avait pas les bons processus, et que ou la bonne connaissance pour faire les concertations, une concertation, ça se professionnalise, et donc quand elles sont paralysées, c'est qu'on s'y est pas bien pris. Donc on a progressé en fait sur ce sujet-là, d'autant plus que on est dans la décision dans un monde incertain. Souvent, on n'a pas les informations, on n'a pas la connaissance suffisante pour décider de façon rationnelle. Donc, il faut décider de façon incertaine ou avec des informations incomplètes, ce qui est l'art de la décision. Mais néanmoins, on doit aussi faire progresser la connaissance pour être capable de décider correctement. Et puis, mettre en œuvre le principe de précaution de façon au pied de la lettre, c'est-à-dire pas de façon abusive. Le principe de précaution n'est pas une interdiction de faire. Le principe de précaution, c'est une obligation d'agir. Donc, quand on a une difficulté, un manque de connaissances, on doit mettre en place les mesures, par exemple, de surveillance, de remédiation, pour augmenter la connaissance et avoir un développement qui soit maîtrisé. Mais le principe de précaution est souvent utilisé pour bloquer ou pour ne rien faire, alors qu'il est au contraire un encouragement à connaître et à agir. Donc les leviers que nous proposons sont alors c'est un levier qui est de long terme, hein, Gilles en a déjà parlé, c'est celui de l'éducation en fait et de la connaissance scientifique. Alors les collectivités ne sont pas complètement responsables de ces actions-là, mais elles y contribuent. En Bretagne, on a une tendance à favoriser un peu plus la culture maritime et l'éducation à la mer, et puis à favoriser aussi l'appui à la recherche, et donc à aider la recherche par des investissements qui ont donné quand même des très bons résultats en Bretagne. Après, il y a la culture de la concertation et le développement du métier de concertologue. Donc, par exemple, en septembre, a ouvert à Rennes un master qui s'appelle Terre et Mer, donc qui a pour but de former des chefs de projet pour gérer des projets en interface entre mer et terre sur le littoral. Donc c'est une formation co-construite entre Sciences Po Rennes et puis l'Université de Rennes 2. Donc cette démarche-là, progressivement, elle sera en marche et les gens auront une meilleure culture de la concertation, des outils appropriés et donc des préconisations. On voit des projets qui ont été développés avec une très bonne concertation et puis d'autres qui le sont moins. Et puis enfin, pour cadrer ces processus de concertation, donc la loi doit évoluer aussi, c'est-à-dire que la jurisprudence, après les premières consultations sur les EMR, montre que maintenant on a un guichet d'instruction unique, mais petit à petit, il faut que les recours soient encadrés. En fait, la France est un des pays où le développement des activités, alors c'est vrai dans tous les domaines, mais c'est en particulier vrai dans le domaine maritime, est beaucoup plus long que dans d'autres pays, quoi. C'est un facteur 2 ou 3. Donc ça, c'est pas normal. C'est un manque de compétitivité qui est évident. Et ce qui veut pas dire qu'il n'y a pas de recours dans les autres pays, mais ces recours sont encadrés. Il n'y a pas plusieurs recours successifs, et il y a des durées limites ou un processus de recours qui est plus favorable dans d'autres pays. Donc évidemment, ça dépend pas que des collectivités territoriales, mais elles peuvent contribuer. On a aussi des élus qui peuvent porter ces besoins, et on a vu que pour les EMR, ça avait quand même fonctionné. Alors pour conclure, donc le message que l'on cherche à faire passer à travers cette étude-là, c'est d'abord de montrer que si tout n'est pas possible partout, il existe forcément une solution quelque part en Bretagne. Donc il y a un petit problème de micro, donc ça va. Il était trop fort peut-être, non ? À la pile. Donc, compte tenu de la diversité des territoires, on pense qu'avec une offre coordonnée, on voit que quand par exemple, Investir Finistère a fait une étude sur les points de captage d'eau possibles ou d'installation d'activités qui aient besoin d'eau de mer possible, on a trouvé quand même 60 endroits dans le Finistère, qui sont des anciennes activités qui avaient été arrêtées ou des activités qui existent et qui permettraient, donc peut-être pas de faire toutes les activités, mais d'avoir des points d'accès à l'eau de mer. Donc, on montre au territoire qu'à toutes les échelles qu'il y a des potentialités de développement. On incite les collectivités territoriales à deux ou trois niveaux, c'est-à-dire au niveau régional bien sûr, mais au niveau des EPCI et au niveau des pays, à se saisir
puisqu'on a une fenêtre de tir très intéressante, là, qui est la rédaction du SRADET. Certains d'entre vous ont peut-être participé aux rencontres mer et littoral avec la région la semaine dernière. Donc il y a vraiment une fenêtre de tir qui est très importante. On doit, pour appliquer la SNML, la stratégie nationale mer et littoral, donc faire une stratégie régionale mer et littoral, et elle se matérialise dans un document qui s'appelle le SRADET, un schéma de... Tu as peut-être déjà parlé là, du régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. On a aussi, pour certains pays, la révision des SCOT qui, par le volet maritime des SCOT, donc permet de prendre en compte ces activités. Donc une collaboration entre différents niveaux de collectivité pour aboutir à la planification, mesures de protection, à la gestion intégrée des zones côtières. Donc avec des dossiers locaux, enfin d'aide au développement local, là, qui permettent donc de financer un certain nombre de ces actions-là. Donc ces leviers-là, ils sont en fait nécessaires. Il est nécessaire de faire prendre en compte ces leviers-là, donc aux différentes échelles de décision sur le territoire. Donc, et puis l'autre message aussi, c'est que bon, l'ensemble des leviers qu'on propose sont des leviers d'anticipation, c'est-à-dire que quand on a une vision stratégique meilleure, ça permet d'anticiper, par exemple, sur la gestion du foncier, par exemple sur la formation, l'éducation, l'ensemble des processus, donc le zonage, etc. Et donc c'est plus favorable. Et donc on a une écoute favorable des collectivités, en tout cas de la région, pour rentrer dans cette dynamique-là. Et là, c'est vraiment maintenant que ça va se passer, puisqu'on rentre dans une phase active de définition donc du SRADET et de la stratégie régionale mer et littoral. Voilà, donc j'arrive au bout de cette présentation et puis je rajoute une page de pub pour terminer. Donc la section mer littoral a travaillé aussi avec la section prospective sur une saisine du président Le Drian pour donc faire une stratégie, une étude prospective sur quelle serait la Bretagne maritime en 2040, c'est-à-dire quels sont les différents scénarios éventuels. Et comment, à l'intérieur de ces scénarios-là, pour qu'on arrive à retenir les effets positifs et à limiter les effets négatifs de ces scénarios-là, bon, quelles sont les pistes qui seraient proposées. Bon, et puis, je vous présente sur cette planche-là un certain nombre d'autres projets dont vous avez les résumés ici. L'ensemble des études sont disponibles en ligne. On a une conseillère de la section mer littorale qui est ici, la conseillère de la section mer littorale, chef de pôle, est présente ici et elle a pas amené beaucoup de rapports parce que certains sont. Le rapport présent est en rupture déjà, mais il va être réimprimé. Mais de toute façon, ils sont tous disponibles en ligne, hein, donc vous pouvez prendre des résumés, les 4 pages. Il y a des synthèses aussi dans l'intérieur de ces rapports pour ceux qui n'ont pas le courage de lire les 150 pages. Donc voilà, bonne lecture, et puis nous sommes disponibles pour vos questions. Merci. Marilyn Théophile, je voulais juste réagir par rapport à votre intervention en parlant de la formation, le métier de concertologue. Ça consistera à quoi? Alors c'est un des exemples de métier de formation concertologue est celui développé par l'Institut d'études politiques de Rennes et l'Université de Rennes 2. Donc lors de cette formation-là, micro, je sais pas si c'est, faut que j'en parle de plus près peut-être d'ici. Oui, donc les étudiants, ils sont peu nombreux puisque c'est une formation qui démarre en septembre. Là, ils sont 5, mais ils vont apprendre en fait les mécanismes de concertation. Ils vont apprendre la science juridique sur le littoral,
puisqu'il y a un certain nombre de connaissances juridiques à apprendre. Ils vont pratiquer, en général, ils sont sponsorisés par sponsorisés, oui, c'est une formation en apprentissage, un master en apprentissage, donc ils ont aussi un maître de stage dans une entreprise, donc les sponsors sont aujourd'hui EDF, Roulier, des grandes entreprises qui ont des projets sur le littoral et qui cherchent à progresser dans la science de la concertation. Et ils vont par exemple faire des jeux de rôle, ils vont avoir beaucoup d'apports de connaissances et ils vont avoir des travaux pratiques sur des cas précis pour apprendre à conduire une concertation. Donc une concertation, ça nécessite aussi d'avoir une approche qui soit ouverte, donc de savoir écouter, d'avoir des choses à proposer aussi. Une concertation où il n'y a rien à proposer, il n'y a pas de concertation, il n'y a pas de négociation. Donc c'est apprendre à négocier aussi. C'est des formations de ce type-là. Donc c'est une formation très pratique. Mais moi j'ai connu dans mon expérience professionnelle des pays comme les Pays-Bas, qui ont une science de la concertation qui est beaucoup plus aboutie. Alors leur société n'est pas la même que la société française, mais ils ont souvent des lieux qui sont dédiés à la concertation, en fait. Tout d'abord, merci pour cette présentation. Je vais être un petit peu critique, j'espère que vous m'en voudrez pas, mais c'est vrai que le sujet est vaste, puisqu'on parle de mer et de littoral, comme on parle de protection. Alors pour le coup c'est très écologiste, et de production. Et là, pour le coup, ce qui me gêne un petit peu, c'est que on ne laisse pas la place, mais c'est presque toujours comme ça, suffisamment à l'humain, j'allais dire maritime, puisque là, on parle de territoire, et même si les eaux sont baptisées territoriales, en réalité, on devrait dire méritoire pratiquement, puisque c'est un mot qui n'existe pas, mais le territoire maritime en soi. Donc la vision vue du côté de la mer, c'est vrai qu'elle me manque, moi, profondément, puisque quand on veut mettre par exemple des éoliennes, pour le marin, ce ne sont que des obstacles supplémentaires à la navigation, ce sont de nouveaux dangers, ce sont des zones qui sont exclusives ou pratiquement exclusives, et ça, pour le coup, dans le cadre de l'opération, on va planifier, puisque c'est une obligation européenne, de présenter aux autres États membres notre processus de planification sur la mer. Il est vrai que là, pour le coup, ce processus-là n'est pas évoqué du tout. Par contre, il y a de multiples pistes, ce que j'apprécie énormément, mais il faudrait peut-être, j'aurais mieux aimé avoir plus de prospective, y compris et surtout, alors pas sur le rôle d'un je ne sais plus comment il s'appelle déjà, un projectologue, je ne sais plus comment vous l'appelez. J'aurais préféré aimer des instances facilitatrices, pas au sens de la maïotique, c'est-à-dire capable de faire naître, de faire émerger, de mettre au jour, de donner naissance à cette projection vers le maritime. Parce que le problème du territoire maritime, c'est qu'il faut le présenter à partir de la terre, mais c'est le territoire des résidents quelque part. C'est le cadre de vie qui fabrique le territoire. Et là, pour le coup, j'aurais presque eu besoin de sociologues, d'anthropologues ou de géographes, pour le coup. Ça c'est vrai que cet aspect-là me manque un petit peu dans la présentation. Voilà. Je tenais à vous en faire part, mais je vous remercie. Ouais, en fait, effectivement, dans ce qu'on a présenté rapidement, rapidement, c'était un peu long, mais c'est, comme vous dites, c'est un sujet très riche et le côté planification maritime est aussi abordé dans le rapport. Mais c'est vrai on a moins cité d'exemples dans la présentation orale, mais par contre, dans le rapport, on a aussi, par exemple, la carte d'évocation de ce qui a été fait pour le Finistère et tout ça. Donc les activités ne sont pas confiscatoires. Ce qu'on défend, c'est que le fait que justement la planification, elle est d'une part dynamique, elle n'est pas exclusive, et les activités en mer sont superposables ou compatibles, soit dans le temps, c'est-à-dire avec une saisonnalité, soit dans l'espace ou dans la colonne d'eau. Et il y a par exemple des parcs de conchyliculture ou mytiliculture ou algoculture qui se développent dans les parcs EMR, c'est pas exclusif. Ou des techniques de pêche on voit en mer du Nord, des techniques de pêche qui ont été adaptées pour pouvoir pêcher aussi dans ces eaux-là. Évidemment, on peut pas pêcher aux arts traînants à un endroit où il passe des câbles, mais enfin, on peut essayer, mais il vaut mieux pas. Donc, il y aura des zones d'interdiction, mais
c'est pas une interdiction totale, c'est des interdictions relatives à un certain nombre de pratiques. Mais les pratiques peuvent évoluer aussi. Hein. On voit bien, par exemple, la Seine danoise se développer. Alors bon, c'était pas dans les parcs éoliens qu'on a développé la Seine danoise, mais on voit en mer du Nord ou près de la Belgique là des pêcheurs qui continuent en fait à pêcher. Donc et puis il y a d'autres activités qui sont possibles sur les parcs. On cite souvent ça parce que c'est vrai que là on sort de la zone littorale et on va plus en mer et on va souvent au-delà de la zone des 12 000. Donc c'est l'État qui planifie, mais le processus de planification, il ne faut pas oublier que c'est une planification stratégique. Donc c'est une planification dans l'espace et dans le temps. Et dans tous les documents, vous trouverez aucun document qui engage vers une privatisation de la mer. Hein. C'est pas du tout l'esprit de la directive sur la planification spatiale vue par la Commission ou les gens qui s'en occupent au niveau national. Bonsoir. Je voulais savoir que pensent nos voisins, normands ou autres, sur la même chose au niveau du benchmarking. Sont-ils aussi avancés que la Bretagne ou pas? À vrai dire, ils ont pas fait ce genre d'études. Cela étant, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur le sujet? Alors, puisqu'on parlait de la formation des concertologues, donc l'université de Nantes est en train de labelliser un master donc pour l'année prochaine sur la planification, justement sur les techniques de planification spatiale maritime. Et puis l'université de Caen, mais elle le fait avec Sciences Po Rennes, a aussi un master sur la concertation, donc qui est plus large que simplement les aspects littoraux, qui porte sur tous les projets en fait plutôt d'infrastructures critiques. Et donc ce sujet-là, il est aussi identifié par les autres régions proches comme étant un sujet où un investissement est nécessaire en formation de haut niveau. Vous avez peut-être vous-même une idée sur la question, parce que je crois que vous connaissez les deux régions. Après, il y a Port Normand Associé qui a été cité. Donc, oui, je dirais que Port Normand Associé, mais je dirais aussi avec Aropa et autres, oui. Et puis avec toutes les études qui ont été faites dans le cadre de Port 2000, mais je dirais que c'est bien aussi d'avoir un benchmarking. Vous parliez des Hauts-de-France qui sont aussi en avance, où ils sont en train de travailler dessus. Oui, ma question était de savoir au niveau de nos voisins, je dirais que parce que c'est très intéressant de la démarche prospective, je dirais que entre la mer et la terre, d'une part, du développement du littoral, mais c'est aussi pour la prospectivité et puis le demain, en quelque sorte, avec les nouveaux métiers, les nouvelles ressources pour l'innovation. Ça dépend du sujet. Sur les ports, bon, clairement, je pense qu'on est en retard. C'est pas trop sur les ports, c'est sur les nouvelles énergies qu'on peut capter de la mer ou de l'innovation qu'on peut en tirer. Les ports, c'est qu'un seul maillon, je dirais, du transit de la marchandise. Alors là, sur les énergies marines, c'est difficile de développer les énergies marines quand on n'a pas la ressource. Donc déjà, c'est contraint par la ressource qu'on peut exploiter sur nos côtes, donc avec les différentes technologies, quoi, ou le moteur éventuellement, mais aujourd'hui les technologies matures c'est quand même l'éolien et posé, et puis demain l'éolien flottant, et puis l'hydrolien. Donc pour les côtes. C'est quelqu'un qui voudrait directement se lancer sur ces marchés-là sans avoir des démonstrateurs et du retour d'expérience chez lui aurait du mal à être convaincant. Donc sur ces sujets-là, la Bretagne a démarré, je dirais pas en avance, mais au moins en synchronisme, voire au tout début. Les premiers travaux qui ont été faits sur ce sujet datent quand même de 2004-2005, et puis il y avait eu des travaux antérieurs à Ifremer. Donc on n'était pas en retard. Par contre, bon, c'est sûr que d'autres régions ont rattrapé, et puis d'autres régions, comme les Pays de la Loire, se positionnent clairement avec un leadership industriel qu'on n'aura pas sur la construction de machines, par exemple. Parce qu'une fois que les usines de construction de machines sont faites, aller faire d'autres usines de construction de machines, c'est difficile. Par contre, il ne faut pas oublier que dans la chaîne de valeur ajoutée des EMR, il n'y a pas que les machines.
Et il y a quand même aussi soit les fondations, soit les flotteurs, soit le raccordement, le câblage, la maintenance, les autres systèmes de production, de coproduction, par exemple pour produire de l'eau douce ou stocker de l'énergie. Donc il y a des tas de sujets sur lesquels on peut investir et avoir des solutions industrielles et qui sont pas toutes, qui relèvent pas toutes d'un investissement majeur des grands groupes. Donc la partie n'est pas terminée, et puis à un moment donné, quand on prend son élan industriel, il faut avoir de la zone portuaire disponible. Donc je pense que la Bretagne a fait ce qu'il fallait pour avoir de la zone portuaire disponible. Donc la partie n'est pas terminée, et d'ailleurs ce qui a été dit au forum innovation maritime par les politiques qui étaient là vendredi dernier, c'était à Saint-Nazaire, c'est que la région Pays de la Loire souhaitait le faire en coopération avec la région Bretagne. Donc, je veux dire, je pense qu'effectivement, quand on veut attaquer le marché de l'éolien flottant, on a quand même intérêt à réunir nos forces plutôt qu'à les disperser. Si je puis me permettre encore une chose, je dirais que ça c'est aujourd'hui. Moi, je voudrais aller demain. Est-ce que, au niveau de tout ce qui est recherche actuellement, vous parlez des algues ou autres, ou des têtes de poisson avec les oméga 6 et autres, y a-t-il une possibilité de produire de l'électricité innovante? Alors biomasse et autres, mais je dirais que demain. Parce que je dirais que là, les éoliennes dont vous l'avez parlé, pour l'instant, c'est aujourd'hui. Oui. Moi, j'essaye de voir aujourd'hui et dans les 15 ans qui viennent, quand même. Dans les 15 ans qui viennent. Après, c'est déjà fait, en quelque sorte. C'est déjà programmé. Bon, faut quand même se rappeler que dans les forces françaises en sciences et techniques de la mer, plus de la moitié sont concentrés entre Bretagne et Pays de la Loire. Bon, il y a près de la moitié concentrée en Bretagne. Donc, on a quand même un potentiel très fort, notamment en biotechnologie. Et dans les biotechnologies, il y a certaines productions, par exemple d'hydrogène à partir de bactéries, qui sont une source possible en fait de production d'énergie. Après, produire de l'électricité directement avec les biotechnologies, ça je connais pas de procédé, mais produire de l'hydrogène ou produire des gaz, hein, la méthanisation aussi en fait partie. Là, il n'y a pas que la mer qui peut le faire. Enfin, il n'y a pas que les ressources marines qui peuvent donner lieu à méthanisation, mais produire des hydrocarbures renouvelables grâce à des ressources marines, et donc des bactéries ou du plancton, oui, c'est possible. Donc il y a déjà des pilotes de choses comme ça. Hein. Bon, c'est là sur les huiles qui pourrait remplacer les biocarburants, c'est Saint-Nazaire qui est en tête sur le sujet en France. Mais sur les autres applications, qu'elles soient médicaments ou nutrition des biotechnologies, la Bretagne est quand même bien placée. Hein. Après, il ne faut pas oublier non plus toutes les technologies qui sont liées à la défense, à la surveillance, à la robotisation, aux drones, à la surveillance par drone, à l'intervention par drone. Donc il y a beaucoup aussi de compétences en Bretagne qui sont en train d'être développées sur ces sujets-là. Tout ce qui est hydrodynamisme aussi, on voit que, par exemple, en autisme, beaucoup de choses progressent. On pense toujours avoir atteint la limite, et puis on va de plus en plus vite. Alors on est plus tout à fait dans l'eau, on est plutôt sur l'eau que dans l'eau. Mais et puis les kites ou l'aide à la propulsion vélique. On voit ici autour des compétences en autisme sur le pays de l'Orient notamment et pour la forêt. Il y a des architectes qui proposent des voiles rigides, affalables pour des cargos. Donc oui, la science permet encore d'espérer faire de belles choses. Disons que, je comprends bien la question, mais l'objet du rapport aussi, c'était de dire, il y avait eu un rapport précédent de la section mer et littoral qui s'appelait Économie maritime, changeons de regard, qui montrait le potentiel. Et l'idée, c'est de dire, le potentiel c'est bien, mais le potentiel qui se réalise, c'est encore mieux. Et il faut faire attention à ne pas dire ça c'est lancé, ça va se faire. On voit que finalement ça va se faire sur l'éolien, entre ce qui était dit en 2004-2005 et puis où on en est aujourd'hui, que finalement ça prend beaucoup plus de temps que prévu et qu'il faut vraiment jouer là-dessus parce que les innovations ou les grands chantiers de demain,
tout le potentiel, il peut se transformer en finalement, ça peut faire pchit, comme dirait l'autre, et que finalement on se retrouve avec peu de choses concrètes. Et il faut faire, c'est pour ça que les quatre freins et les leviers, c'est vraiment d'essayer de jouer là-dessus. Alors effectivement, il y a toujours d'autres projets, qu'on n'a pas forcément tous recensés, mais l'idée c'est de dire aujourd'hui ou dans les années à venir, attention à ce qu'on reste pas au stade du potentiel et qu'on refasse des rapports, qu'on refasse des conférences pour dire oui, la mer c'est super, il y a un potentiel très important, il y a des ressources qu'on connaît pas encore et demain on pourra faire plein de choses. Mais aujourd'hui, quand on regarde les évolutions, finalement, on a une Bretagne qui est qui est de plus en plus terrestre, et le potentiel maritime, enfin la production maritime ou les activités maritimes, soit en valeur absolue dans certains endroits, mais sinon en valeur relative, elle prend une part plutôt déclinante quand même. Donc c'est dur à vérifier, mais c'est plutôt le sentiment qu'on a. Donc il faut du rapport. Il faut un volontarisme très fort, à la fois des politiques, des acteurs économiques, de la recherche, donc pour se saisir de cette opportunité. Le potentiel, il est vraiment extraordinaire en Bretagne, mais il suffit peut-être d'avoir le potentiel, il faut l'exploiter. Et la crainte qu'on avait, c'est que ce potentiel ne soit pas exploitable pour les raisons qu'on a expliquées. Et le message important qu'on a, c'est que il est exploitable à condition d'avoir des actions volontaires et de lever un certain nombre de freins qui existent. Et on est assez bien placé pour pouvoir le faire. Il y a eu un article dans Ouest France d'un sociologue qui disait qu'avec l'intelligence artificielle, la moitié des emplois, il disait que la moitié des hommes de 25 à 50 ans, d'ici à 2050, pourraient disparaître avec l'intelligence artificielle. Oui, il y a... Vous avez fini votre question? Non. Ce que vous voulez dire, est-ce que vous avez étudié cela? Est-ce que vous tenez compte? Et l'article disait qu'il faudrait que l'Europe s'en empare de ce sujet-là. Alors sur cette question-là, justement, c'est très discuté ça, parce que c'est très difficile de mesurer combien d'emplois sont potentiellement menacés. Donc il y a eu des études effectivement qui ont dit, je crois le chiffre au départ c'était 42% des emplois qui étaient potentiellement menacés par le numérique, l'intelligence artificielle, etc. D'autres études disent attention, il faut pas le potentiellement menacé, ça ne veut pas dire que tout va disparaître. Vous prenez par exemple, donc c'est pas dans le maritime, mais la question des caissières. C'est-à-dire que dans les supermarchés, que techniquement, ça fait des années qu'on pourrait faire que de l'automatique et faire disparaître les emplois de caissières. Il se trouve que ça ne se fait pas aussi vite que ce qui a été dit il y a 30 ans, il y a 40 ans, etc. C'est pas parce que c'est automatisable que ça va être automatisé, parce qu'il y a aussi d'autres besoins, il y a aussi le facteur humain, il y a aussi des services qui sont rendus, etc. Donc le potentiellement automatisable, ça ne veut pas dire que tout va être automatisé. Et puis par ailleurs, il faut regarder aussi les emplois qui sont créés. Après, ce que vous dites, il y a une inquiétude, ça c'est certain, parce que quand on dit qu'il y aura des emplois créés, ils ne seront pas forcément créés ici en Bretagne ou ici en France, ils peuvent être aussi créés ailleurs, parce que mais il y a une inquiétude, mais il faut faire attention aux chiffres comme ça, de dire 50%, 40% des emplois vont disparaître, parce que c'est quelque chose sur lequel il faut veiller, mais on peut sortir d'autres stats qui vont dire, c'est ce qu'a fait, je crois, l'OCDE, c'était autour de 10%, 12% qui allaient disparaître. Donc vous voyez, c'est entre 10 et 40, il y a de la marge. En fait, il y a un débat là-dessus. C'est pas forcément une controverse d'ailleurs, parce que les choses sont à peu près claires sur le fait que toutes les industries qui peuvent utiliser ce qu'on appelle le big data vont conduire forcément à une intelligence artificielle importante. Mais si on prend le domaine maritime, donc il y a une partie des activités qui peut se robotiser. Ça ne veut pas dire qu'elle est sans valeur ajoutée, puisque c'est des choses qu'on n'était pas, par exemple pour la surveillance, c'est des choses qu'on n'était pas capable de faire aujourd'hui. Donc même s'il y a des emplois un peu différents pour faire la surveillance, de toute façon il y aura toujours des emplois. Après, pour la conduite des navires, moi je vois ça à travers ma casquette de président de l'École nationale supérieure maritime. Donc on parle beaucoup des navires autonomes, mais bon, il y a des expérimentations qui sont faites. Il y a un certain nombre de tâches qui sont automatisables sur les navires, dont la veille.
qui est la première cause d'accident en fait en mer, c'est des feux de veille. Donc on voit comment ça s'est passé dans l'aérien. Dans l'aérien, en fait, on sait faire décoller et atterrir un avion parfaitement sans pilote, enfin sans que le pilote touche les commandes. Par contre, il y aura toujours un pilote à bord et des hôtesses, puisque on transporte des passagers, et que dans toutes les situations d'urgence, c'est pas un robot qui va traiter les situations d'urgence. Donc, la réduction du personnel à bord, elle s'est faite dans l'aviation, mais elle se fera certainement où il y aura des changements de tâches qui vont se faire. D'abord, c'est pas pour tous les types de navires. Je pense que sur les navires à passagers, c'est difficilement réalisable. Ça sera plus des robots d'aide à la décision, mais la décision et le pilotage sera toujours maritime. Après, il y a les services à la personne, tout ce qui nécessite un savoir-faire. Bon, les robots culinaires, je veux bien, mais dans la réalité, tout ce sur quoi il y a une valeur artistique, humaine, etc., continuera à exister, quoi. Les emplois se transforment, c'est la destruction créatrice, il y a un renouvellement des emplois, mais c'est pas... Les emplois du maritime, regardez le caractère industriel de certains emplois et l'extrême difficulté à robotiser ou à le remplacer par des intelligences artificielles. Par contre, il y a des nouvelles applications qui sont liées à la collecte de données en mer. Par exemple, ceux qui regardent Marine Traffic, là, qui voient donc les traces AIS du système de localisation coopératif, bon, on a beaucoup de choses qui sont possibles, dont la détection de tous les actes illégaux. Donc il y a beaucoup de choses qui sont possibles, mais qui vont pas forcément détruire les emplois, parce que à partir du moment où on surveille l'ensemble des actes illégaux, on va être fondé à agir, et donc il faudra des gens, des marins, pour intervenir et traiter ces actes illégaux. Donc il y a une évolution. La mer est pas forcément le sujet principal d'attention des gens qui font du big data. Ça l'est un peu dans le transport maritime, puisque là on gère un flux et les données sur le flux sont particulièrement intéressantes pour optimiser justement ces flux, pardon. Mais bon, faut quand même se rappeler que le transport maritime, dans le coût d'une marchandise, quand vous achetez un t-shirt ou un réfrigérateur qui a été fabriqué en Chine, le coût du transport, c'est complètement ridicule par rapport au coût de la marchandise. Donc, c'est pas la robotisation d'une partie de la chaîne de valeur sur le transport qui va changer fondamentalement les choses sur la valeur ajoutée. Ce qui n'empêche que l'inquiétude sur le niveau général de l'emploi, elle existe quand même, et c'est quand même une question parce qu'il n'y a rien d'automatique non plus dans le maintien d'un niveau d'emploi globalement. Je pense qu'on peut s'arrêter là, si ça va à tout le monde. Merci à tous. Merci.